J'ai grandi dans une petite maison aux abords de Metz, en Lorraine, où les hivers étaient aussi froids que les silences qui habitaient nos murs. Notre pavillon modeste, avec sa peinture écaillée et son jardin négligé, se dressait comme un rappel constant de nos limites. Dans ce décor austère, la voix de mon père, Marcel Dubois, résonnait toujours plus fort que le vent qui sifflait contre les fenêtres mal isolées. « Petite idiote, tu ne seras jamais la plus intelligente », crachait-il après chaque note imparfaite, chaque maladresse de ma part. J'ai appris à me faire toute petite, à replier mes ambitions dans les recoins où son mépris ne pourrait les atteindre. Mon frère aîné, Thomas, l'enfant prodige, absorbait tous les éloges comme une éponge. Quant à moi, Sophie, j'étais l'ombre qui suivait, toujours comparée, toujours insuffisante. Ma mère, Élise, essayait parfois d'intervenir avec un « Marcel, laisse-la tranquille », mais ses protestations étaient aussi fragiles que les tasses de porcelaine qu'elle collectionnait sur le buffet du salon. Ses yeux, deux lacs de résignation, me disaient ce que ses lèvres ne prononçaient jamais: « C'est comme ça, ma fille, on fait avec ». Au collège Jean Moulin, je cherchais refuge dans le CDI où Madame Leroy, la documentaliste aux lunettes rondes et au sourire bienveillant, me laissait dévorer des livres comme des cartes secrètes vers un monde qui ne m'appartenait pas encore. Les chiffres ont commencé à faire sens, pas d'une manière mathématique, mais dans leur façon de prédire des modèles, des réactions, des résultats. Je comprenais les statistiques comme d'autres comprennent la musique, intuitivement, passionnément. « Tu as un don pour les mathématiques », m'avait dit Monsieur Renard, mon professeur de 3e, après que j'eusse résolu un problème que personne d'autre n'avait compris. Ce compliment, je l'avais plié soigneusement dans un coin de mon cœur, comme un billet précieux. Pourtant, chaque fois que je montrais des signes de progrès, mon père était là pour me rappeler que ce n'était pas suffisant. Entre deux gorgées de Cronenbourg, il lançait ses verdicts comme des pierres. « Tu ne sortiras jamais de cette ville », avait-il déclaré un soir, juste après que j'ai été accepté à l'université de Strasbourg avec une bourse partielle. Ces mots ne piquaient plus, ils se transformaient en carburant. Les dimanches étaient les pires. Le repas familial chez mes grands-parents à Thionville était un rituel immuable, la blanquette de veau de Mamie Colette, le vin de Papy Henri, et les comparaisons incessantes. Thomas a déjà été accepté en classe préparatoire, se vantait mon père, tandis que je mâchais lentement ma viande, comptant les minutes avant de pouvoir m'échapper. Le ressentiment était un feu tranquille. Je ne voulais pas de vengeance, pas exactement. Je voulais juste prouver, ne serait-ce qu'à moi-même, que je pouvais être plus qu'une fille inutile. Dans ma chambre au mur bleu pâle, je travaillais tard dans la nuit, les yeux rivés sur mes cahiers, la lampe de bureau projetant une lumière jaune sur mes rêves d'évasion. Ma meilleure amie, Chloé, ne comprenait pas mon acharnement. « Pourquoi tu te prends la tête ? On pourrait sortir ce soir, il y a une soirée au terminus. » Mais je refusais de céder. Chaque heure d'étude était un pas hors de l'ombre de mon père. Le jour du bac, j'ai surpris une lueur de fierté dans les yeux de ma mère quand j'ai ramené ma mention « très bien ». Mon père, lui, a simplement haussé les épaules. Thomas avait eu les félicitations du jury, avait-il marmonné. J'ai serré les poings sous la table, jurant silencieusement que ce serait la dernière fois qu'il me comparerait. J'ai quitté Metz pour Strasbourg avec une seule valise et un cœur plein de détermination, portant chaque insulte comme un outil que je transformerais un jour en arme de succès. Dans le train qui m'emmenait vers ma nouvelle vie, j'ai regardé le paysage lorrain défiler, ses collines douces et ses villages endormis. Je ne pleurais pas. Je planifiais. Le dernier regard que j'ai échangé avec mon père avant de partir était chargé de non-dits. Dans ses yeux, j'ai cru voir une interrogation, « Vas-tu me prouver que j'ai tort ?» Dans les miens, une promesse, « Tu n'as pas idée. » L'université de Strasbourg s'est révélée être un champ de bataille. Pas à cause des cours, mais à cause du doute. Il s'accrochait à moi, murmuré par le syndrome de l'imposteur et amplifié par le manque de ressources.
Tandis que d'autres étudiants achetaient leurs manuels neufs à la librairie Kléber, je photographiais des pages dans la bibliothèque universitaire. Mon studio minuscule dans le quartier de l'Esplanade coûtait plus cher que ce que je pouvais me permettre, mais c'était mon premier espace à moi, sans l'ombre pesante de mon père. Je jonglais entre les cours d'économie quantitative et 2 petits boulots, serveuse au Café des Anges le matin et répétitrice pour des lycéens le soir. Je sautais des repas, dormais peu, et étudiais dans les tramways entre les cours et le travail. Le trajet de la ligne C était devenu mon bureau mobile. Mais avec chaque nuit blanche, je construisais quelque chose de plus fort que la connaissance, je forgeais ma résilience. Tu as des cernes jusqu'aux genoux, me disait Amélie, ma voisine de palier qui étudiait les lettres modernes. Elle ne comprenait pas pourquoi je m'acharnais autant. La vie n'est pas qu'une course à la réussite, philosophait-elle en fumant sur notre petit balcon partagé qui donnait sur les toits strasbourgeois. Je hochais la tête sans répondre. Comment lui expliquer que pour moi, c'était une question de survie? Entre 2 services au café, j'ai postulé pour un stage chez Numéiste, une start-up de fintech nichée dans un ancien bâtiment industriel réhabilité près du port du Rhin. Sur mon CV, j'avais gonflé mes compétences en programmation, apprises en autodidacte grâce aux tutoriels en ligne et aux nuits passées sur des forums obscurs. Quand ils m'ont appelé pour un entretien, j'ai failli ne pas y aller, persuadée qu'ils découvriraient l'imposture. Vous n'avez pas le profil typique, m'avait dit Laurent Mercier, le CTO, un homme au visage anguleux et au regard perçant. Mais j'apprécie votre parcours atypique. J'étais censé chercher des cafés et prendre des notes. Au lieu de cela, j'ai passé mes soirées à comprendre leur modèle de données, fasciné par les algorithmes de prédiction financière qu'ils développaient. Un dimanche soir, alors que la cathédrale sonnait 11 heures et que la pluie battait contre les fenêtres de mon studio, j'ai repéré une anomalie dans leur modèle. Par pure curiosité, j'ai réécrit une partie du code, améliorant l'efficacité de l'algorithme de 23%. Le lundi matin, au lieu de préparer le café, j'ai déposé une clé USB sur le bureau de Laurent avec une simple note, une suggestion. À midi, il m'a convoqué dans son bureau. Il ne souriait pas, mais il m'a demandé comment j'avais fait. 2 heures de discussion technique plus tard, il m'a proposé un vrai poste à temps partiel. Vous pensez différemment, avait-il dit. C'est exactement ce dont nous avons besoin. 2 mois plus tard, je dirigeais mon premier projet. Je me sentais vivante, comme si l'univers s'était entrouvert juste assez pour que je m'y faufile. Mes journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après minuit, mais l'épuisement avait un goût différent maintenant, celui de la liberté. À Noël, je suis rentrée à Metz pour la première fois. Le regard de mon père avait changé. Pas d'admiration, non, mais une curiosité méfiante. Il paraît que tu travailles dans l'informatique maintenant, avait-il dit pendant que ma mère servait la bûche. Ce n'était pas une question, plutôt une constatation hésitante. J'ai simplement hoché la tête et changé de sujet. Je n'avais plus besoin de son approbation. À la fin de mon master en informatique et finance, alors que mes camarades de promotion postulaient pour des postes dans des banques ou des grandes entreprises, j'ai pris une décision qui a fait lever les sourcils de mon directeur de mémoire, je n'ai pas cherché d'emploi. J'avais un plan différent. Avec Antoine et Yasmine, 2 collègues de Numéiste qui partageaient ma vision, nous avons créé notre propre entreprise de conseil technologique, Algologique. Antoine, avec son charme parisien et ses contacts dans le monde des affaires, apportait les clients. Yasmine, brillante développeuse formée à Polytechnique, s'occupait de l'architecture technique. Et moi, j'étais à l'interface entre les problèmes business et les solutions technologiques. Nous avons démarré dans un espace de coworking près de la gare, 3 bureaux et une ambition démesurée. Notre premier client était un petit fabricant de composants électroniques à Illkirch qui cherchait à optimiser sa chaîne d'approvisionnement. Le budget était ridicule, mais nous l'avons accepté. Nous avions besoin de références. La première année a failli nous écraser.
Les banques nous regardaient avec méfiance, les clients tardaient à payer, et même entre nous, les tensions montaient. Un soir de novembre, alors que la plateforme que nous avions développée pour un client important s'est effondrée juste avant le lancement, j'ai pensé à tout abandonner. Dans notre bureau exigu, éclairé par la lueur bleuâtre des écrans d'ordinateur, j'ai contemplé l'échec. Un message de mon père s'est affiché sur mon téléphone: « Ta mère m'a dit pour ton entreprise. » C'était prévisible. Je n'ai pas répondu, mais quelque chose s'est renforcé en moi. J'ai refusé de plier. J'ai refusé de rentrer. À l'aube, après une nuit de programmation acharnée, nous avions résolu le problème. Le client n'a jamais su à quel point nous avions frôlé la catastrophe. Dans la lumière grise du matin strasbourgeois, nous nous sommes regardés, épuisés mais victorieux. « On continue ?» a demandé Antoine. Yasmine a souri. J'ai acquiescé. Ce moment, suspendu entre l'échec et la persévérance, a défini notre entreprise plus que tous les succès qui ont suivi. J'avais construit ma propre échelle, et chaque barreau, même les plus fragiles, me portait plus haut que je n'aurais jamais cru possible. La percée est venue pendant la pandémie. Alors que la plupart des entreprises luttaient pour survivre, notre agilité est devenue notre force. Depuis nos bureaux fraîchement installés près de la place Kléber à Strasbourg, nous avons observé le monde s'arrêter, puis tenter de se réinventer. J'ai compris immédiatement que c'était notre moment. Il faut qu'on pivote, ai-je annoncé lors d'une réunion d'urgence sur Zoom. Antoine, confiné dans son appartement parisien, semblait sceptique. Yasmine, plus pragmatique, attendait la suite. Toutes ces entreprises qui n'ont jamais investi dans le numérique vont devoir le faire en quelques jours. On va les y aider. J'ai élaboré une stratégie de transformation numérique express pour les petits commerces et les PME. Nous avons conçu des solutions clés en main, boutique en ligne, système de livraison, paiement sans contact, télétravail sécurisé. Des outils simples mais essentiels. Le premier client fut la Petite Alsace, une épicerie fine de la rue des Orfèvres qui voyait ses ventes s'effondrer. En 3 jours, nous l'avons mise en ligne. En 1 semaine, ses ventes avaient dépassé celles d'avant-crise. Le bouche à oreille a fonctionné comme jamais. Des dizaines de commerçants nous ont contactés, puis des restaurants, des artisans, des cabinets médicaux. Notre équipe de 3 est devenue 10, puis 20. Nous travaillons jour et nuit depuis nos appartements, connectés par la nécessité et l'adrénaline. Chaque jour, je recevais des messages de remerciements de propriétaires de petites entreprises que nous avions sauvées de la faillite. « Et tu te souviens quand on galérait pour trouver un client ?» me demanda Antoine lors d'une rare pause. Maintenant, c'est l'inverse. J'avais les yeux cernés, des migraines chroniques, mais une énergie intarissable. Nous avons sauvé plus de 100 entreprises en 3 mois. Les investisseurs ont commencé à appeler. Un article dans Les Échos nous a qualifiés de « tempête silencieuse du numérique ». Je n'étais plus silencieuse. Lors d'une interview sur BFM Business, j'ai parlé avec assurance de notre vision d'une économie locale renforcée par le numérique. Le Standard a explosé après l'émission. Chaque décision était calculée mais instinctive. Je travaillais 18 heures par jour, supportais des migraines atroces, et apprenais à sourire pendant les batailles en salle de conseil. Des hommes 2 fois plus âgés que moi me sous-estimaient jusqu'à ce qu'ils cessent de le faire. Je négociais avec des capital risqueurs qui regardaient au-delà de moi pendant les réunions, pour ensuite envoyer des offres le lendemain. Jean-Philippe Dumas, un investisseur renommé de la place parisienne, m'a convoqué dans son bureau du 8e arrondissement. « Vous êtes jeune, Madame Dubois » a-t-il commencé, me détaillant de la tête aux pieds comme un antiquaire évaluant un meuble. J'ai soutenu son regard sans ciller. « Mais votre entreprise a du potentiel. »« Merci de le remarquer » ai-je répondu calmement. « Nous recherchons 5 millions d'euros pour notre série A, avec une valorisation de 30 millions. » Il a ri,
presque paternellement. 3 heures plus tard, il proposait 7 millions pour 15% de l'entreprise. Je n'escaladais plus une échelle, je construisais un ascenseur. À mesure que nous grandissions, les défis changeaient. Gérer une équipe de 50 personnes était différent de notre trio initial. J'ai dû apprendre à déléguer, à faire confiance. Certains matins, devant le miroir de ma salle de bain dans mon nouvel appartement avec vue sur la cathédrale, je ne reconnaissais pas la femme qui me regardait, assurée, respectée, puissante. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante où nous avions finalisé un partenariat avec un grand groupe industriel, je me suis retrouvée seule dans nos bureaux. J'ai repensé à cette petite fille de Metz qui se faisait toute petite sous les critiques de son père. « Regarde-moi maintenant », ai-je murmuré au fantôme du passé. La croissance s'accélérait. Nous avons ouvert des bureaux à Paris, Lyon, et même Berlin. J'ai embauché des directeurs, délégué des responsabilités, mais gardé un œil attentif sur notre vision. Ne jamais perdre de vue pourquoi nous faisons cela, répétais-je lors de nos réunions trimestrielles. Nous sommes là pour ceux qui ont été sous-estimés, comme nous l'avons été. La presse commençait à s'intéresser à mon parcours personnel. Un journaliste de Challenge m'a demandé lors d'une interview, « Quel a été le moment décisif de votre carrière ?» J'ai failli mentionner la pandémie, notre pivot stratégique, ou l'investissement de Dumas. Mais j'ai répondu, quand j'ai décidé de ne plus croire ceux qui me disaient que je n'y arriverais pas. À 28 ans, j'ai été nommée la plus jeune femme PDG du CAC 40 après notre fusion avec un groupe technologique majeur. Le titre à la une des Échos n'était pas suffisant, il ne s'agissait jamais de reconnaissance. Il s'agissait de désapprendre la honte. Il s'agissait de réécrire chaque mot que mon père avait gravé dans mon identité. Je n'ai pas pleuré quand j'ai vu l'article. J'ai simplement souri, murmuré « petite idiote », hein, et m'offert une Jaguar noire. Pas par ostentation, mais parce que je pouvais enfin me permettre les symboles de succès que je définissais moi-même. Le plus surprenant dans ce parcours n'était pas le succès extérieur, mais la transformation intérieure. Les voix qui me rabaissaient s'étaient tues, remplacées par ma propre conviction. Je n'étais plus prisonnière du regard des autres, surtout pas de celui de mon père. « Votre histoire est inspirante », me disait-on souvent. Je secouais la tête. « Mon histoire n'est pas terminée », répondais-je. Et elle n'est pas unique. Dans chaque regard des jeunes femmes que je rencontrais lors de conférences ou d'événements professionnels, je voyais cette même flamme que j'avais nourrie en secret pendant tant d'années. Un mardi pluvieux de novembre, alors que je quittais une réunion du conseil d'administration, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère, « Ton père n'est pas bien. Il demande à te voir. » J'ai senti mon cœur se serrer, non pas de peur ou de colère, mais d'une émotion plus complexe. Le moment que j'avais imaginé pendant des années, celui où je retournerais victorieuse, se présentait différemment de ce que j'avais prévu. Quand l'invitation à la réunion familiale m'est parvenue, j'ai failli l'ignorer. C'était la fête des 70 ans de ma grand-mère Colette, et toute la famille Dubois allait se rassembler dans la maison familiale à Thionville. L'enveloppe couleur crème portait l'écriture hésitante de ma mère, « Sophie, ce serait tellement bien que tu viennes. » Pas de pression, juste cette douceur coupable qui la caractérisait tant. Mais quelque chose en moi, pas l'amertume, pas la fierté, mais une sorte de besoin de clôture tranquille m'a dit d'y aller. Je n'ai pas renvoyé de confirmation. J'ai laissé ma présence être la réponse. Mon assistante, Camille, a levé un sourcil quand je lui ai demandé de libérer mon week-end. Vous êtes sûr? La rencontre avec le fonds d'investissement japonais est lundi matin. J'ai hoché la tête. Certaines choses ne pouvaient plus attendre. J'ai quitté Paris un vendredi pluvieux de mai. Dans ma Jaguar, l'autoroute A4 défilait sous mes roues, les paysages de mon enfance se rapprochant kilomètre après kilomètre. À chaque panneau indiquant la distance jusqu'à Metz, je sentais mon cœur battre un peu plus fort.
J'avais choisi un tailleur blanc impeccable de chez Chanel et des talons assez aiguisés pour blesser, pas par vanité, mais comme une armure. Le trajet m'a donné le temps de réfléchir. 5 ans s'étaient écoulés depuis ma dernière visite. 5 années durant lesquelles j'avais bâti un empire, mais négligé ses racines que je voulais tant arracher. Ma mère m'appelait régulièrement, me donnant des nouvelles que je prétendais écouter distraitement. Ton père a pris sa retraite de l'usine. Thomas a eu un deuxième enfant, une petite fille cette fois-ci. Ils l'ont appelée Marie. Le GPS m'a annoncé que j'arrivais à destination alors que le soleil commençait à décliner. La maison de mes grands-parents n'avait pas changé, une bâtisse lorraine traditionnelle, avec ses volets bleus et son jardin méticuleux où les rosiers de Mamie Colette fleurissaient avec obstination. Plusieurs voitures étaient déjà garées dans l'allée gravillonnée. Je reconnus la Peugeot familiale de Thomas, la vieille Citroën de mon oncle Bernard, et bien sûr, la Renault cabossée de mon père. Le silence qui est tombé quand je suis sortie de ma voiture était cinématographique. Ma tante Monique, qui arrosait les géraniums sur le perron, a lâché son arrosoir. Mes cousins, qui jouaient autrefois à se moquer de moi quand je lisais pendant les fêtes, me dévisageaient comme s'ils avaient vu un fantôme habillé en haute couture. Ma tante Isabelle a laissé tomber sa cuillère dans sa salade. Et puis je l'ai vu, mon père. Toujours aussi rigide, toujours aussi sceptique. Mais cette fois, il n'avait pas de mots. Juste une lueur dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Était-ce du respect? Du regret? Peut-être les deux. Sophie. Ma mère a rompu le sortilège en se précipitant vers moi, ses bras ouverts et ses yeux brillants de larmes mal contenues. Son étreinte sentait la lavande et la tarte aux mirabelles. Tu es venu, a-t-elle murmuré contre mon épaule, comme si j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire simplement en existant dans cet espace. Je n'étais pas venu pour me vanter. Je n'étais pas venu pour jeter mon succès au visage de quiconque. J'ai simplement souri, embrassé ma mère, et tendu un paquet à ma petite nièce Marie, une petite fille aux yeux curieux qui se cachait derrière les jambes de mon frère. C'est un robot qui apprend à programmer, lui ai-je expliqué en m'accroupissant à sa hauteur. Parce que l'intelligence vient sous de nombreuses formes et personne n'a le droit de la mesurer pour toi. Thomas s'est approché, le visage indéchiffrable. Il avait vieilli, des fils argentés parsemant ses tempes. « Salut, petite sœur, a-t-il dit, la voix rauque. Tu as l'air, bien. » C'était peut-être le compliment le plus sincère qu'il m'ait jamais fait. Je lui ai souri, cherchant en vain la jalousie contre laquelle je m'étais blindée. Il n'y avait qu'une fatigue résignée, peut-être, une pointe d'admiration. La soirée s'est déroulée comme un étrange rêve. Ma grand-mère m'a serré contre elle, ses mains noueuses caressant mes joues. Je savais que tu reviendrais, a-t-elle chuchoté. Les Dubois ont la tête dure, mais le cœur fidèle. Autour de la grande table en chêne, j'ai répondu poliment aux questions sur ma vie à Paris, sur mon entreprise, sur les articles qu'ils avaient lus à mon sujet. J'ai délibérément minimisé mes réussites, parlant plutôt de mes collaborateurs, de nos projets pour l'avenir. « Est-ce que tu as un mari ?» a demandé ma tante Isabelle, fidèle à son indiscrétion légendaire. J'ai ri. Non, pas le temps. Ce n'était qu'à moitié vrai. Il y avait eu des relations, brèves mais intenses, sacrifiées sur l'autel de l'ambition. Maintenant que je pouvais respirer, je commençais à me demander si j'avais eu raison. Le dîner s'est prolongé, le vin de Moselle a coulé, et les langues se sont déliées. Des anecdotes d'enfance ont émergé, certaines que j'avais oubliées, d'autres que j'aurais préféré ne pas me rappeler. J'ai remarqué que mon père restait silencieux, m'observant par-dessus son verre, comme s'il essayait de résoudre une équation particulièrement complexe. Après le dessert, alors que la nuit enveloppait le jardin et que les cigales chantaient leur mélodie estivale, je me suis éclipsée sur la terrasse. L'air était chargé du parfum des roses et des souvenirs. J'ai respiré profondément, savourant cette paix étrange.
Je n'étais plus cette petite fille terrifiée, mais je n'étais pas non plus complètement détachée de ces lieux qui m'avaient formée. C'est alors qu'il m'a rejointe. Mon père. L'homme qui m'avait jadis dit que j'étais sans valeur. Il s'est approché lentement, ses pas hésitants sur les dalles inégales de la terrasse. Je l'ai observé du coin de l'œil, cet homme qui semblait avoir rétréci depuis mon départ. Marcel Dubois, autrefois force de la nature, paraissait maintenant diminué dans sa chemise légèrement trop grande. Ses épaules voûtées racontaient l'histoire d'une vie passée à l'usine Renault de Metz, à forger des pièces métalliques et des verdicts implacables. Belle soirée, a-t-il murmuré, s'accoudant à la balustrade à une distance prudente de moi. Il fixait obstinément les étoiles, comme si les réponses qu'il cherchait se trouvaient quelque part dans la constellation de la Grande Ourse. J'ai acquiescé, attendant la suite. L'air entre nous vibrait de non-dits. Au loin, le rire cristallin de ma nièce Marie résonnait depuis la maison, entrecoupé par les exclamations de joie de ma grand-mère ouvrant ses cadeaux. Ta mère m'a montré les articles, a-t-il finalement lâché. Dans les échos, tout ça. Il a agité vaguement la main, comme pour englober un univers qu'il ne comprenait pas vraiment. Elle les découpe et les garde dans un classeur. Cette image de ma mère, découpant soigneusement mes succès pour les préserver, m'a serré le cœur. Pendant que je construisais mon empire loin d'ici, elle avait bâti son propre petit sanctuaire de fierté silencieuse. Et tu as réussi, a-t-il ajouté, la voix rauque. Mieux que je ne l'aurais jamais pensé. Ce n'était pas des excuses. Mais c'était quelque chose. Pendant une seconde, la fillette en moi a voulu davantage une étreinte, un pardon. Mais j'avais cessé d'en avoir besoin depuis longtemps. Je ne l'ai pas fait pour te prouver que tu avais tort, ai-je répondu, d'une voix ferme. Je l'ai fait parce que je savais que j'avais raison à mon sujet. Ce silence entre nous s'est étiré, pas gênant, mais empli de vérités non dites. Il a hoché la tête, comme quelqu'un qui a été contredit par la vie elle-même. Dans la demi-pénombre du crépuscule, j'ai remarqué les taches brunes qui parsemaient ses mains qui m'avaient semblé si puissantes quand j'étais enfant. J'ai pensé aux photos qu'il gardait fièrement sur le buffet du salon, Thomas en toge universitaire, Thomas tenant son premier-né, Thomas recevant une médaille. Je me suis demandé si, un jour, une photo de moi viendrait s'y ajouter. Si j'avais été plus dur avec ton frère, a-t-il dit soudainement, peut-être qu'il aurait fait quelque chose de mieux que vendeur de voitures à Metz. C'était peut-être le plus proche d'une excuse que je recevrais jamais, la reconnaissance que sa dureté envers moi, aussi douloureuse fut-elle, avait forgé quelque chose de résistant. Thomas est heureux, ai-je répondu, surprise de constater que je le pensais vraiment. Il a une belle famille. Ce n'est pas rien. Mon frère, le Golden Boy déchu, avait trouvé son bonheur dans la simplicité d'une vie ordinaire. Pendant des années, j'avais confondu son privilège avec du bonheur, sa facilité avec de l'accomplissement. Mon père a sorti une cigarette, l'a allumée d'une main légèrement tremblante. La lueur de son briquet a brièvement illuminé son visage, révélant des rides que je n'avais jamais remarquées auparavant. Et tu sais, mon père à moi. Il a laissé sa phrase en suspens, comme si ces quelques mots suffisaient à expliquer toute une généalogie de silence et de déception. Je sais, ai-je dit doucement. Et c'était vrai. J'avais entendu les histoires chuchotées sur mon grand-père, ses colères, son alcoolisme, sa main lourde. Les cycles que nous répétons sans les comprendre. Un vent léger a agité les rosiers, envoyant vers nous une vague de parfums sucrés. Dans la maison, quelqu'un avait mis de la musique à un vieux vinyle de Brel que mon grand-père écoutait autrefois. « Tu as une belle voiture » a-t-il commenté, changeant maladroitement de sujet. J'ai réprimé un sourire. Cette Jaguar noire, plus qu'un simple véhicule, était un symbole que j'avais délibérément choisi. « Tu veux faire un tour » ai-je proposé, surprise par ma propre offre. Il a hésité, puis a hoché la tête. Nous sommes descendus ensemble dans l'allée, sous le regard curieux de la famille massée aux fenêtres.
J'ai ouvert la portière passager, les regardé s'installer avec précaution sur le siège en cuir. Ses doigts ont caressé timidement le tableau de bord, comme s'il craignait de laisser des traces. Nous avons roulé en silence sur les petites routes de campagne lorraine, entre les champs de colza et les forêts paisibles. Je conduisais doucement, contrairement à mon habitude. Ce n'était pas pour l'impressionner avec ma conduite sportive, mais pour prolonger ce moment suspendu hors du temps. Chez Peugeot, ils ne font pas des voitures comme ça, a-t-il finalement dit, et j'ai éclaté de rire. C'était tellement lui, cette façon de comparer l'incomparable, de ramener l'extraordinaire à quelque chose qu'il pouvait comprendre. Non, pas vraiment, ai-je acquiescé, ralentissant pour prendre un virage. Le silence est revenu, plus confortable cette fois. Je ne te demanderai pas pardon, a-t-il dit abruptement alors que nous approchions de la maison. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne te l'ai pas demandé, ai-je répondu, éteignant le moteur. Dans l'obscurité de l'habitacle, son profil se découpait contre la fenêtre, familier et pourtant étranger. Il n'a pas demandé pardon. Je ne l'ai pas offert. Ce que nous avons partagé à ce moment-là n'était pas une réconciliation, mais une reconnaissance. Quand je suis rentrée dans la maison, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais libre. Le poids de sa voix ne s'accrochait plus à moi. Je n'étais plus cette petite fille effrayée qui suppliait qu'on la voie. Je m'étais vue moi-même et je n'avais jamais détourné le regard. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon ancienne chambre, sous le toit en pente où j'avais passé tant d'heures à rêver d'évasion. Les étoiles phosphorescentes que j'avais collées au plafond 15 ans plus tôt étaient toujours là, leur lueur verdâtre affaiblie par le temps. Elles formaient des constellations d'imaginaire, des chemins vers des mondes que je n'avais fait qu'entrevoir. Le lendemain matin, en partant, j'ai glissé une enveloppe dans la main de ma mère. À l'intérieur, un chèque pour rénover la maison familiale et une carte avec ces simples mots, parce que certaines racines méritent d'être soignées. Elle a pleuré, bien sûr. J'ai embrassé mon père sur la joue, un geste qui nous a surpris tous les deux. Au revoir, papa, ai-je dit simplement. Il a hoché la tête, les yeux brillants d'une émotion que je ne lui avais jamais vue. En reprenant l'autoroute vers Paris, vers mes réunions et mes responsabilités, j'ai compris que ce retour n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Pas une réconciliation parfaite, mais un pont fragile jeté par-dessus les blessures du passé. Et pour la première fois, cela me semblait suffisant. Aujourd'hui, quand on me demande dans les interviews comment j'ai réussi, je réponds que cela n'a pas commencé par l'ambition. Cela a commencé par le doute. Je leur parle d'une petite fille à qui l'on a dit qu'elle ne serait jamais assez bien et qui l'a cru juste assez longtemps pour le combattre. C'était un mardi pluvieux, dans les locaux parisiens de France 2. Anne-Sophie Lapix me posait ces questions que j'avais entendues des dizaines de fois, comment j'avais bâti Algologic, comment j'avais survécu à la fusion avec Technovat, comment j'étais devenue cette femme que Forbes avait surnommée l'oracle numérique. J'aurais pu réciter les réponses habituelles, parler de stratégie, d'innovation, de résilience commerciale. Vous savez, ai-je dit à la place, tout a commencé dans une petite maison à Metz, avec un père qui croyait que les filles n'étaient pas faites pour les mathématiques. J'ai vu la surprise dans son regard. Ce n'était pas le récit policé qu'elle attendait. Mais c'était mon histoire, et j'avais décidé qu'il était temps de l'assumer pleinement. L'émission a généré plus de réactions que toutes mes interviews précédentes. Des messages ont afflué de jeunes filles, principalement, mais aussi de parents, d'enseignants, de personnes qui s'étaient reconnues dans ce récit d'invisibilité et de détermination. Une lettre en particulier m'a émue, celle d'une collégienne de banlieue parisienne qui m'écrivait que, pour la première fois, elle avait osé parler de ses ambitions en mathématiques à son père. Cette révélation publique a changé quelque chose en moi. J'avais passé tant d'années à construire une façade de perfection professionnelle, séparant soigneusement la Sophie PDG de la petite Sophie de Metz. Maintenant, je comprenais que ma force venait précisément de cette alchimie entre mes blessures et mes victoires.
J'ai commencé à intervenir dans des conférences, non plus seulement comme PDG, mais comme quelqu'un qui avait rampé hors de l'invisibilité. Au TEDx Paris, devant une salle comble à la Maison de la Radio, j'ai parlé de ce phénomène que les psychologues appellent l'effet Pygmalion inversé, comment les attentes négatives peuvent soit nous écraser, soit devenir notre plus puissant moteur de changement. La résilience n'est pas innée, j'expliquais. Elle se construit dans les crevasses de nos doutes, dans les fissures de nos échecs. Elle pousse comme ces fleurs obstinées qui traversent le béton. Ces mots n'étaient pas destinés aux investisseurs ou aux partenaires commerciaux. Ils étaient pour cette adolescente au fond de la salle qui se demandait si ses rêves étaient trop grands, pour ce garçon timide qui n'osait pas lever la main en classe, pour tous ceux qui avaient été rendus invisibles. Mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait maintenant à tous ceux qui en avaient besoin. J'ai créé la Fondation Eclipse, dédiée aux jeunes issus de milieux défavorisés qui montraient un potentiel en sciences et technologies. Nous ne cherchions pas les élèves parfaits aux bulletins impeccables. Nous cherchions ceux qui avaient cette lueur, cette faim, cette détermination tranquille que je reconnaissais pour l'avoir portée. Chaque mois, je menais personnellement des ateliers dans des lycées professionnels de banlieue, des collèges ruraux, des quartiers où l'ambition était souvent étouffée par le déterminisme social. Je leur racontais comment j'avais échoué à mon premier semestre d'université, comment j'avais failli abandonner après notre première crise d'entreprise, comment même aujourd'hui, j'avais parfois ce murmure de doute qui me réveillait à 3 heures du matin. Le succès n'est pas l'absence d'échec, leur disais-je. C'est la persistance malgré l'échec. Yasmine, ma partenaire commerciale devenue amie, m'a demandé un jour pourquoi je consacrais tant de temps à ces projets qui ne rapportaient rien à l'entreprise. Parce que si quelqu'un avait fait ça pour moi à 15 ans, ai-je répondu, peut-être que j'aurais mis moins de temps à croire en moi. La fondation a grandi, financé des bourses, créé des programmes de mentorat. Nous avons ouvert un incubateur spécialement conçu pour les projets portés par des jeunes de milieux défavorisés. L'un de nos premiers bénéficiaires, Malik, fils d'un éboueur et d'une femme de ménage de Saint-Denis, a développé une application d'aide aux devoirs qui a été rachetée par un géant de l'EdTech. Il est revenu comme mentor, bouclant cette chaîne de transmission qui me semblait plus précieuse que tous les bénéfices trimestriels. Je rappelais à ces jeunes que l'intelligence n'est pas un don, c'est une décision de continuer à apprendre, même quand personne ne croit en vous. Surtout à ce moment-là. Je leur rappelais que parfois, on est dans une maison de bruit pour apprendre à écouter sa propre voix. Un soir, après une session particulièrement intense dans un lycée de Sarcelles, une jeune fille est restée après les autres. Elle tortillait nerveusement son foulard, hésitant à parler. Mon père dit que l'informatique, c'est pas pour les filles, a-t-elle finalement murmuré. J'ai souri, pas de pitié, mais de reconnaissance. Le mien aussi, ai-je répondu simplement. Et maintenant, je dirige une entreprise qui emploie plus de 300 personnes, dont la moitié sont des développeurs. Dont beaucoup sont des femmes. Ses yeux se sont éclairés, pas d'admiration béate, mais de cette lueur qui dit, si elle a pu le faire, peut-être que je le peux aussi. C'était tout ce que je voulais accomplir. La réussite, j'ai appris, ce n'est pas la Jaguar ou le titre en première page. C'est le moment où l'on n'a plus besoin d'être vu par ceux qui nous ont jadis ignorés. C'est entrer dans son passé la tête haute et l'avenir déjà en mouvement. C'est savoir que sa valeur n'a jamais été matière à débat. Et ne le sera plus jamais. Je n'ai jamais revu mon père après cette soirée à Thionville. Il est décédé 2 ans plus tard, d'une crise cardiaque soudaine. À ses funérailles, sous la pluie fine d'un automne lorrain, j'ai déposé une rose blanche sur son cercueil. Pas par devoir, mais parce que d'une étrange façon, je lui devais une partie de ma force. Son doute avait forgé ma certitude. Ma mère vit maintenant dans une jolie maison rénovée près du lac de Madine. Elle a repris des études de littérature à l'université, réalisant un rêve qu'elle avait abandonné à 18 ans. Thomas et moi nous sommes rapprochés, nos anciennes rivalités diluées par le temps et la maturité.
Sa fille Marie, ma nièce, veut devenir ingénieure. Elle me téléphone pour me poser des questions sur les algorithmes et les langages de programmation. Quand elle hésite, je lui rappelle qu'elle est plus intelligente qu'elle ne le pense. Parfois, dans les moments de calme, je repense à cette petite fille qui se repliait dans les coins pour échapper aux critiques. Je voudrais lui dire que tout ira bien, mieux qu'elle ne peut l'imaginer. Je voudrais lui montrer les ponts qu'elle construira, les vies qu'elle touchera. Je voudrais lui dire que sa voix, celle qu'elle entend à peine maintenant, résonnera un jour dans des salles bondées. Mais ce n'est pas nécessaire. Car cette petite fille a trouvé son chemin toute seule. Et c'est peut-être ça, finalement, la plus belle forme de réussite.